Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les conteneurs et sur l'outil de containerisation le plus populaire qui est Docker. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Donc, dans cette session de formation, nous allons voir c'est quoi le conteneur, comment sommes-nous arrivés au conteneur, quelle est la façon de configurer un environnement de containerisation et comment déployer des applications multi-conteneurs. Donc, tout d'abord, c'est quoi un conteneur? Avant d'arriver au conteneur, j'aimerais d'abord vous partager d'abord un peu l'historique. Commençons tout d'abord par le début. Lorsque vous voulez installer une application, à la base, il vous faut installer des binaires, des librairies, des runtime et l'exécutable de l'application. Donc, c'est comme ça qu'on installe une application de façon classique. Maintenant, lorsqu'on installe une application de cette manière, cela peut causer des problèmes si vous avez besoin d'installer une autre application qui va utiliser les mêmes librairies sur la même machine. Vous voulez installer une autre application qui va utiliser les mêmes librairies, mais avec des versions différentes. Donc, vous vous retrouvez à avoir des versions qui vont rentrer en collision, des fois rentrer en conflit, et installer une nouvelle application peut briser les dépendances d'une application que vous avez déjà en production. Souvent, c'est très compliqué lorsque vous voulez faire ce genre d'opération, ce qui faisait qu'à l'époque, il fallait trouver des méthodes, des mécaniques pour pouvoir installer sur la même machine plusieurs versions d'applications qui vont utiliser des versions de logiciels différentes. C'était très compliqué. Je l'installe, moi, en tant qu'ingénieur. Demain, une autre personne me remplace, veut prendre la main, ne sait pas comment est-ce que je l'ai installé, va faire une installation, va briser les dépendances et on va se retrouver avec des incidents de production parce qu'il n'aura pas suivi, moi, ma méthode d'installation. Et ça, ce sont les problèmes que nous avons rencontrés dans le passé énormément parce que sur la machine, on ne peut pas partager les mêmes versions de librairie qui vont partager les mêmes emplacements. Des fois, il faut trouver des moyens pour pouvoir déplacer les fichiers d'un dossier à un autre, faire des liens symboliques. Bref, vous le savez, c'était l'enfer. La virtualisation a été un soulagement. La virtualisation nous a permis d'avoir sur une machine virtuelle un seul service. C'était génial. On pouvait avoir alors un service qui démarrait sur une machine virtuelle, on lançait et tout fonctionnait bien. Sauf que on s'est retrouvé encore avec un autre problème. Le problème, c'était quoi? On va démarrer tout un système d'exploitation pour juste démarrer un petit logiciel qui ne va faire qu'un seul service. Donc, peut-être pour démarrer une base de données Redis ou bien une petite base de données MySQL, je vais démarrer tout un système d'exploitation qui va me consommer du CPU, de la mémoire, du disque, peut-être pour démarrer qu'un seul exécutable qui ne va pas vraiment euh, être scalable. Donc, je me retrouve à avoir plusieurs machines virtuelles. Déjà, en matière de maintenance, c'est compliqué parce qu'il va falloir maintenir tout le système d'exploitation et ce n'est pas évident de pouvoir scaler lorsqu'on a 1000 services à déployer dans ces environnements. On ne peut pas avoir 1000 CPU pour démarrer ce genre de service. Et il fallait trouver une autre solution, trouver des stratégies pour virtualiser pas tout le système, mais que l'application. Et dans ce sens-là, il y avait eu beaucoup de travaux qui ont commencé, mais du moins, pour rappel, la containerisation n'a pas commencé, ce n'est pas un projet nouveau. Déjà dans les années 70, il y avait des projets de containerisation, du moins qu'on utilisait, qui s'appelaient les CH-root ou bien les BSDTL, qui étaient des outils, des méthodes qui permettaient de segmenter et d'avoir des environnements isolés. C'est dans les années 2000 qu'il y a eu des projets beaucoup plus modernes où on a vu apparaître les V-serveurs qui vont nous permettre d'avoir des environnements isolés pour gérer plusieurs environnements virtuels sur le même serveur. Mais ce qui a vraiment changé, le paysage de l'IT et des infrastructures que nous avons aujourd'hui, c'est ce monsieur qui s'appelle Monsieur Solomon Hykes,
qui a vulgarisé les conteneurs avec son projet Docker. Et je vous assure, sa vulgarisation a changé drastiquement, mais complètement le paysage de l'IT. Aujourd'hui, le cloud aujourd'hui a atteint son apogée de performance grâce aux travaux de ce monsieur. Il a voulu tout simplement avoir un environnement qui pouvait déployer sur n'importe quel système d'exploitation sans avoir à tout reconstruire. Donc, il a créé des environnements isolés qui étaient portables. Et c'est ce qui a créé aujourd'hui l'apogée, l'avènement des conteneurs. Donc, ce monsieur, vous le devez un thumbs up, c'est-à-dire vraiment les flammes de un peu de pouce parce il a vraiment changé le paysage de l'IT. Donc, qu'est-ce qu'un conteneur? Un conteneur, c'est une unité de logiciel standardisé qui va regrouper tout ce dont on a besoin comme application pour démarrer. Pour démarrer l'application, je veux dire. Une application a besoin du code, du runtime, d'une bibliothèque et des fichiers de configuration. Et tout cela va être embarqué dans une enveloppe, et comme dans un emballage. Et c'est cet emballage-là qui pourra être déplacé d'un endroit à l'autre avec cette notion de chip. Comme le montre le tableau, euh, nous avons un conteneur qui va contenir toute la configuration qu'il faut. Vous le déplacez comme un conteneur de bateau, vous le déplacez, vous l'amenez à un endroit, vous le déballez et vous retrouvez les éléments que vous avez empaquetés dans votre conteneur. Et ce sera le même principe. Donc, sur le principe de build, vous construisez, vous ship, vous déplacez et vous exécutez le run. Vous déballez et vous retrouvez tout le contenu qui a été expédié. Alors, qu'est-ce que les conteneurs vont apporter comme avantage? Les conteneurs vont apporter de la portabilité parce qu'on peut déplacer les codes et les environnements, les applications de système en système sans avoir modifié le code. Cela va apporter de la légèreté. On ne va pas virtualiser tout un OS, mais on va virtualiser que les applications et les binaires et les configurations dont on a besoin. Nous allons avoir de l'efficacité parce parce qu'il va fonctionner directement avec le noyau du système d'exploitation et nous allons avoir un mode de déploiement qui sera facilité par des outils d'orchestration comme du Kubernetes, du Docker Swarm ou bien du Docker Compose. Quelle sera la différence entre les machines virtuelles et les conteneurs? Lorsqu'on prend une machine virtuelle et un conteneur, on se rend compte que les deux ont pratiquement les mêmes fonctions. L'objet, c'est vraiment d'isoler les environnements. La seule différence, c'est que l'isolation que va apporter euh, les conteneurs va être plus au niveau du noyau. Les conteneurs vont directement communiquer avec le noyau, alors que les machines virtuelles vont avoir leur propre noyau. Les ressources les ressources des conteneurs euh, sont moins importantes parce que un conteneur ne va utiliser que les ressources dont elle a besoin, alors qu'une machine virtuelle va virtualiser et le CPU et la mémoire et le disque. Nous avons aussi un avantage sur la portabilité parce qu'une machine virtuelle ne peut s'exécuter que sur l'hyperviseur où il a été créé, à moins que vous fassiez une conversion et avec les risques de perte que vous pouvez avoir. Donc, si je crée une machine virtuelle avec de l'Hyper-V, je ne peux pas l'exécuter sur un serveur qui va tourner du KVM ou bien du vCenter. Il va falloir passer par une conversion qui peut bien se passer ou mal se passer. Par contre, un conteneur qui a été créé peut être exécuté sur l'environnement Windows ou sur l'environnement Linux. Donc, dans le monde du marché, sur le marché actuel, nous avons plusieurs moteurs de containerisation. Donc, Docker n'est pas le seul moteur de containerisation. Nous avons des moteurs comme, bien sûr, Docker, qui est le plus populaire. Nous avons Containerd, qui est un moteur de containerisation.
Nous avons Cryo, qui est un moteur aussi qui est porté par Red Hat. Nous avons Podman, nous avons du LXD, qui est un moteur qui est porté par Canonical, ceux qui font du Ubuntu. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, nous allons passer à la prochaine Oui. étape qui va consister à l'installation de Docker. Donc, pour installer Docker, vous rendez sur le site de Docker sur docker.docs.docker.com, get Docker, et vous avez notamment les différentes options pour installer Docker sur du Mac, sur du Windows ou bien sur du Linux. Vous avez la possibilité d'installer du Docker Shell ou bien du Docker Desktop. Dans le Docker Desktop va vous donner une interface graphique et va vous donner aussi une interface Shell avec laquelle vous pouvez aller en ligne de commande directement. Euh, Tout dépendra de ce que vous voulez installer. Mais nous allons installer le Docker Desktop qui va nous permettre d'avoir un environnement graphique sur lequel vous pouvez gérer de façon intuitive vos différents conteneurs. Donc, pour installer le Docker, nous allons l'installer sur une machine Ubuntu. Donc, vous suivez les liens docs.docker.com/docker install/ubuntu et vous téléchargez le fichier deb de, de Docker Desktop et vous suivez les prérequisites pour pouvoir démarrer votre instance. Vous devez vous assurer d'avoir la virtualisation activée sur votre machine. Si vous avez une machine avec un CPU de type Intel, il vous faut du VIRT-D. Et si c'est du AMD, il vous faudra mettre en place faire la virtualisation de type AMD. Donc, une fois que l'installation de Docker Desktop est faite, vous avez l'interface graphique qui vous permet d'avoir le Docker Desktop. Et nous allons lancer notre premier conteneur Docker. Pour lancer notre premier conteneur Docker, la commande est très simple. Nous allons juste faire Docker Run. Le -D, c'est pour dire que nous voulons le lancer en mode daemon, c'est-à-dire qu'il va passer en mode arrière-plan. Et le P, vous allez dire que nous voulons le publish, nous voulons publier le conteneur que nous avons lancé sur le port 80, 800, enfin 80 88 sur le port public et va utiliser le port interne du conteneur sur le port 80. Et ce Docker-là, nous allons le nommer Welcome to Docker. Et l'image que nous allons utiliser sera Docker/Welcome to Docker. Donc, nous allons passer à la partie console pour vous montrer comment est-ce que cela se passe si on veut lancer cette commande sur notre environnement. Donc là, nous avons notre VDI Remote Desktop sur lequel nous allons nous connecter. Voilà. Voilà. Donc, sur cet environnement, nous allons lancer notre Docker Desktop. Donc, nous avons cette interface. Et nous allons lancer aussi la partie, le CLI, notre ligne de commande. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que c'est clair? Parfait. Donc, nous allons lancer notre première commande de Docker Run. Donc, en lançant cette commande, il va télécharger depuis la registry l'image de Docker et il va l'exécuter tel que nous l'avons montré dans la commande. Donc, cette commande passe en mode background. Donc, il me redonne la main après. Et je peux voir directement dans mon Docker Desktop le conteneur qui vient d'exécuter, qui vient de lancer.
Donc, sur le Docker Desktop, vous avez la possibilité de voir les conteneurs qui sont déployés. Vous avez la possibilité de voir les images. Je reviendrai du moins là-dessus pour vous montrer ce que c'est que les images en matière de Docker. Les images sont les templates qui sont téléchargés, je reviendrai là-dessus, les volumes et les builds qui sont en cours de construction. Donc là, nous allons démarrer notre premier conteneur avec l'image Docker Welcome, command running, et il tourne sur le port 80. Et là, je peux cliquer sur le lien pour ouvrir le navigateur sur le service que je viens de démarrer. Donc là, j'ai juste le congratulations. Vous avez lancé votre premier conteneur. You run your first container. Voici comment est-ce que nous pouvons, à partir d'une simple commande, exécuter une application qui publie un port et le rend accessible depuis qui le rend accessible sur notre réseau pour accéder au service du conteneur. Est-ce qu'il y a déjà des questions? S'il n'y en a pas, nous allons passer aux principaux composants d'un environnement Docker. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'un des éléments les plus importants lorsqu'on veut faire du Docker, c'est il vous faut une image Docker. L'image Docker, c'est un template qui est en lecture seule, qui contient toutes les instructions pour créer un conteneur. Une image Docker, c'est un snapshot ou un blueprint des bibliothèques et des dépendances à un moment donné qui seront figées pour créer tout l'écosystème dont une application a besoin pour s'exécuter. Donc, si vous avez téléchargé une version à un instant T, ce sera cette version-là qui sera figée à l'intérieur de votre conteneur et ce qui vous permet de déployer, quel que soit l'endroit où vous exécutez ce conteneur, la même version que vous avez spécifiée au moment de la construction de votre conteneur. Vous avez besoin d'un registre Docker, ce qu'on appelle encore Docker Registry. Et ce registre Docker, c'est le système de stockage de toutes les images, les images Docker que vous avez. Le registre Docker, il est organisé en dépôts ou bien en repository, et ce qui va permettre d'avoir dans un même dépôt plusieurs versions d'images que vous pouvez avoir par des noms, enfin par des numéros de version ou bien par des tags. Donc, vous pouvez avoir la version 1 de votre application, la version 2 de votre application, la version 2.1.bêta de votre application. Vous nommez vos différentes images et ce qui va permettre de pouvoir les récupérer à n'importe quel moment sur la version qui vous intéresse. Donc, les registres, il y a des registres qui sont de type public. Vous avez du Docker Hub ou bien la Quay.io qui est porté par Red Hat. Le Docker Hub est porté par Docker Inc., la société qui fait Docker. Ou un registre peut être aussi de type privé, donc réservé à un usage beaucoup plus restreint, donc soit à l'intérieur de votre entreprise ou bien à l'intérieur de votre organisation. Et vous avez aussi un registre qui est local, donc il va fonctionner uniquement sur votre ordinateur, sur votre machine localement. Donc, ce qu'il faut retenir, lorsque vous voulez construire votre environnement pour avoir des conteneurs, vous avez une notion de build et push. Donc, il faut d'abord une image. Cette image-là, si elle n'existe pas, vous devez la construire. Une fois que vous construisez l'image, vous devez maintenant la publier, la pousser dans votre registre local, ou dans un registre privé, ou bien dans un registre public. Donc, vous construisez l'image et vous devez la publier. Et c'est seulement en ce moment-là que vous pouvez maintenant utiliser cette image-là. Pour utiliser maintenant l'image, il vous faudra faire le pull pour récupérer l'image que vous avez poussé. Et maintenant, vous avez la commande run qui vous permet de lancer les services ou l'application qui est liée à ce conteneur. Donc, cette démarche, elle est importante et que vous devez garder tout le temps en tête. Avant d'utiliser l'image, vous devez la publier dans un registre. N'oubliez pas que même avec Docker, vous avez un registre qui est installé par défaut sur votre ordinateur. Donc, vous faites toujours l'option de build et push si l'image n'existe pas, et pull pour récupérer l'image, et puis run pour exécuter maintenant l'image que vous venez de télécharger depuis le registre.
Tout va commencer par l'image. L'image, pour construire une image, vous devez avoir un fichier qui s'appelle un Dockerfile. Le Dockerfile, c'est un fichier texte qui va contenir toutes les instructions dont vous avez besoin pour construire votre code source ou bien pour construire vos conteneurs. Donc, les instructions sont très simples. Là, je vais euh, vous montrer que les instructions les plus usuelles. Mais pour avoir un détail beaucoup plus complet, vous avez le document de référence des Dockerfile pour pouvoir avoir toutes les commandes qui sont liées à, à une image Docker. Donc, pour construire une image, j'aurai besoin d'abord de la syntaxe from. Le from va me dire à partir de quelle base, à partir de quel template tu veux construire mon image. Donc, je vais faire from, je spécifie le nom de la base de mon image. Le run va me permettre d'exécuter une commande. Donc, je vais prendre une image de source qui me servira de base. Et sur cette image-là, je vais exécuter des actions, des commandes. Si c'est une image de type Ubuntu, je vais exécuter des commandes Linux Ubuntu dessus pour pouvoir faire des opérations. Ça peut être une mise à jour, ça peut être l'installation d'un package, ça peut être le changement d'un fichier. Bref, c'est le run. Vous pouvez aligner autant de runs que vous voulez pour euh, accomplir votre opération. Vous automatisez en quelque sorte votre opération de création ou d'exécution de commandes. Vous avez la notion de workdir qui vous dit de quel dossier vous êtes en train de travailler, à partir de quel dossier les commandes doivent s'exécuter. Donc, vous spécifiez le dossier à partir duquel vous devez lancer les commandes. Le copy va avoir une notion de copier les fichiers depuis l'extérieur, notamment la machine hôte, vers l'intérieur du conteneur. Donc, vous avez la possibilité de copier des fichiers de configuration depuis votre ordinateur local et l'insérer dans le conteneur pour en faire du moins une unité prête à l'emploi. Et la commande vous donne la possibilité de quelle est la commande que vous voulez exécuter lorsqu'on va lancer ce conteneur. Donc, c'est là que vous allez mettre les options de démarrage de votre conteneur à cet endroit. Euh, Aussi, pour rappel, le fichier Dockerfile s'appelle Dockerfile sans extension. Donc, vous l'appelez Dockerfile, mais ce n'est pas obligé. Mais nous recommandons d'avoir Dockerfile parce que c'est comme ça que, par défaut, il va chercher les deux fichiers Dockerfile. Sinon, vous serez obligé de l'appeler avec l'option "-file" si vous voulez faire référence à cette image, enfin, à ce fichier. Donc, par exemple, lorsque nous allons prendre un fichier, un Dockerfile, nous allons avoir la première ligne qui va faire le syntaxe. La première ligne, c'est juste une ligne qui va nous donner un référencement ou bien un correcteur automatique. Ça permet juste de formater et de permettre au Docker Engine de savoir quelle est la version de Dockerfile que vous êtes en train d'utiliser, histoire de vous alerter s'il y a des commandes qui ne sont pas bien écrites ou bien s'il y a des options qui sont mal indentées, et ainsi de suite. Donc, vous avez cette syntaxe checker qui sera Dockerfile la version 1. Donc, ça, c'est juste pour l'interpréteur. Et après, les dièses qui suivent après, c'est des commentaires. Donc, dans un premier temps, vous avez le from qui veut dire on veut commencer notre conteneur, on veut construire une image à partir d'une image Ubuntu de type avec la version 22.04. Et après, on passe à la partie run où on me dit OK, nous voulons mettre à jour notre Ubuntu que nous avons récupéré. Et après, installer sur cette image du Python 3 et du Python 3-PIP. Donc, une fois que le Python PIP est installé, nous pouvons utiliser maintenant PIP pour installer du Flask. Le Flask, c'est un framework de Python qui permet d'exécuter des commandes Python. Et là, nous passons à la partie copy, où nous allons copier un fichier depuis la machine vers l'intérieur du conteneur, à la racine du conteneur, notamment sur le slash. Et là, maintenant, nous appliquons des variables d'environnement pour que les applications s'exécutent avec cette variable d'environnement.
et nous allons faire un expose sur le port 8000 pour dire que ce conteneur, nous voulons qu'il écoute sur le port 8000. Maintenant, nous passons à la partie commande qui dit nous voulons lancer le script Flask run sur le port, enfin sur le host 0, enfin, 0.0.0.0 pour dire sur n'importe quelle interface réseau, mais sur le port 8000 qui est le port que nous exposons. Donc, ce qui nous permet d'avoir le Flask, c'est-à-dire le framework de Python qui va s'exécuter sur n'importe quelle interface réseau sur le port 8000 que nous exposons directement. Nous allons passer à la configuration de cette partie sur la console. Donc, je vais refermer cette interface et nous allons aller sur la partie console. Sur la partie console, nous allons installer le script. Donc, nous avons un fichier hello.pip ici, qui est un script Python qui nous permet de juste faire un hello world. Donc, on fait un import de Flask. C'est juste un script Python hein, qui va juste nous faire un hello world lorsque nous allons le lancer. Nous allons créer un Docker file. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Est-ce que je dois augmenter est-ce que je peux augmenter ou pas? Donc là, nous avons un fichier Dockerfile que je viens de vous montrer, qui fait l'installation de Python et de Python PIP et qui copie le fichier hello à la racine et qui exécute la commande. Donc, nous allons faire l'opération qui va nous permettre de construire d'abord cette image. Donc, nous allons utiliser l'option de construction. Donc, nous allons faire juste du Docker build -t appelé test et on peut le taguer sur la version des tests. Là, vous pouvez lui donner n'importe quel nom pour taguer. Non, il me faut le point pour dire que je veux faire ça à partir de du répertoire courant. Donc là, nous venons de construire notre image et nous allons maintenant utiliser cette image que nous voulons de construire. Sachant que lorsque vous venez de construire une image, il pousse l'image à par défaut dans votre registry local. Parce que nous l'avons tagué. Et là, pour lancer l'image, nous pouvons faire le run de cette image pour dire que nous voulons exécuter l'image. Un instant. Je fais des copier pour éviter les fautes de frappe. Et là, nous exécutons l'image sur le port 8000 sur l'adresse locale. Là, vous devez voir que directement dans mon Docker desktop, j'ai les mêmes opérations. Je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser les mêmes opérations directement avec du Docker, avec le Docker desktop. Vous pouvez aussi créer les conteneurs de la même manière. Donc voilà, je viens de lancer ce conteneur, les tests qui est là. Donc tu peux ouvrir le navigateur sur le port et voir que j'ai le Hello World que j'ai spécifié dans mon fichier Python. Est-ce que c'est clair? Donc là, nous venons de voir comment est-ce que nous installons, comment nous déployons une application en mode un seul conteneur. Mais que se passera-t-il si on a envie d'avoir un environnement multi-conteneur pour gérer plusieurs conteneurs à la fois? Il nous faudra penser à avoir un autre process pour pouvoir créer, supposons, une application qui va utiliser un front-end et un back-end. Donc, pour ce faire, nous avons besoin d'utiliser ce qu'on appelle un Docker Compose qui va nous permettre de mettre en place une architecture multi-conteneur pour
gérer des stacks d'applications, les relier entre elles et avoir un seul process de déploiement qui soit uniforme, quels que soient les environnements dans lesquels nous sommes en train de les exécuter. Donc, ce fichier sera fait en YAML. Pourquoi le YAML? Le YAML, c'est juste une description de fichier qui permet d'avoir une lisibilité au moment, comment dire, une lisibilité beaucoup plus naturelle. Le, le fait de le faire en YAML va permettre une collaboration entre les différentes équipes. Pourquoi? Parce que des personnes, on peut se partager le fichier et on peut très bien le comprendre et on peut très bien l'améliorer, enfin le modifier. Et comme c'est facile à lire, on peut tous travailler ensemble sur le même fichier sans avoir à se poser des questions. Comment est-ce que tu as créé ton infrastructure avec ton conteneur, ton application, ta base de données, tes serveurs applicatifs et tes serveurs de gestion de clés, tes tokens et ainsi de suite. Tout est décrit dans le fichier YAML qui va faire le décor compose pour mettre en place l'architecture complète de l'infrastructure ou bien de l'application que nous voulons mettre en place. Donc, il va être beaucoup plus rapide parce qu'il va permettre de mettre en cache un certain nombre de conteneurs et on peut le déplacer, le déployer, quels que soient les différents environnements, parce qu'on peut avoir une stack que nous déployons de façon uniforme en environnement de dev. On doit pouvoir le déployer la même chose en environnement de prod et la même chose en environnement de qualification. Donc, on ne va pas changer le nom à chaque fois. Il nous faudra mettre des variables qui feront en sorte qu'on peut utiliser le même fichier, la même configuration, mais avoir des variables qui vont changer et pouvoir les exécuter, quels que soient les environnements dans lesquels on est en train du moins de les exécuter. Donc, va vraiment créer cette portabilité-là. Donc, supposons qu'on ait une architecture enfin, de ce type et nous voulons avoir un serveur en front-end, un service en back-end et qui va écrire sur des données persistantes, notamment sur un volume persistant. Ce service que nous voulons déployer a besoin d'avoir des fichiers de configuration de notre serveur web, notamment Apache ou bien Nginx pour démarrer, et a besoin d'avoir les certificats qui peuvent provenir d'un serveur de certificats pour avoir ou bien de type Let's Script ou bien Acme, ou bien de type self-sign, c'est-à-dire signé personnellement, auto-signé, pour présenter un service à ce monsieur qui est à l'extérieur, qui a besoin d'accéder au service que nous voulons créer. Donc, l'application va fonctionner avec une base de données et cette base de données va stocker cette donnée de façon persistante dans un volume. Pourquoi est-ce qu'on va parler de volume dans des environnements conteneurs? Parce que les conteneurs, par défaut, sont éphémères et dans un environnement éphémère, ce qu'il ne faut pas perdre, ce sont les bases de données ou bien les données qui sont de type persistante. Parce qu'une fois que le conteneur il peut être détruit et remplacé à la volée ou bien en toute simplicité. Mais il ne faudrait pas que les données soient aussi perdues. Il y aura des données qu'on peut perdre facilement et des données qu'on n'a pas le droit de perdre. Un fichier de configuration, ici, on peut le remplacer autant de fois qu'on veut parce que les données ne sont pas critiques. On peut le restaurer. Alors que la base de données, par contre, va utiliser des données de type persistante en remplaçant le moteur de base de données. Je n'aimerais pas que les données que j'ai installées ou bien que j'ai de mes utilisateurs soient aussi effacées. Donc, il va y avoir une séparation entre les différents environnements, entre les différents conteneurs pour faire que les conteneurs soient de type éphémère. Par contre, j'aurai des données de type, des volumes qui seront persistants. Ça, c'est très important lorsqu'on va faire du cloud par la suite. Donc voilà, dans cette configuration, enfin, dans cette architecture, nous allons créer un fichier Docker Compose qui aura une structure de type YAML de cette manière. Donc, nous créons un service avec un front-end qui va utiliser comme image, exemple web app, qui va s'exécuter sur le port 443 et va utiliser le port interne de la machine 8043. Il va activer les réseaux front-end, enfin frontière et back-tier. Les fichiers de configuration seront fournis par le HTTPD config et les secrets, des informations sensibles, seront fournis par le volume secret certificate.
Le backend, par contre, lui, il va fonctionner avec l'image exemple database sur le volume de type persistant DB data et va monter le dossier ETC data de la base de données. Et lui ne fonctionnera que sur le réseau back tiers. Les volumes qui seront persistants, c'est le DB data de type Flocker et la taille de ce disque sera de type 10 Go. Et les configurations HTTP, c'est de type external et les certificats aussi sont de type external. Donc, on peut y accéder depuis l'extérieur et mettre les fichiers et mettre les configurations à l'intérieur, en fait. Les réseaux qui seront créés seront de type frontière et back-tiers. Ça, c'est un exemple de configuration de service de Docker Compose qui va nous permettre de structurer l'architecture que nous venons de voir ici. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, nous allons passer à la partie console où je vais vous montrer comment est-ce que nous créons une stack Compose avec des configurations précises. Donc, revenons à notre configuration. Là, je peux arrêter, pour arrêter un conteneur avec lequel on n'a pas démarré avec la commande "-d", et il faut faire juste sur CTRL-C pour le break, au fait. Pour le break, donc le conteneur s'arrête. Là, nous avons créé pour cet exercice, nous allons créer un dossier qui s'appelle Compose. Et dans ce dossier Compose, nous avons bien sûr notre application qui est de type app.py. Donc, notre application, c'est une application de type Python qui va nous permettre d'afficher juste du Hello World et va nous afficher le nombre de fois que cette page a été affichée. Donc, on va utiliser une base de données Redis pour stocker de façon persistante les données du nombre de refresh. Donc là, vous avez vu dans l'application, nous faisons le cache, nous appelons une base de données Redis avec le nom sur le port en question et nous stockons les informations de refresh à chaque fois que la page est appelée. Nous stockons l'information dans la base de données Redis. Le Dockerfile qui nous permet de construire notre application sera à peu près le même fichier que nous avons précédemment. Donc, nous commençons par contre notre configuration sur l'image Python. Donc, on peut aussi prendre d'autres images comme étant la base de notre configuration. Ici, c'est le type Python. Donc, comme ça, on n'aura plus besoin d'installer du Python parce que le Python sera déjà embarqué dans notre image. Sinon, il nous faut Ubuntu, après installer du Python et de là, maintenant, commencer à faire la configuration. On peut prendre les types Python directement et nous créons les environnements Flask et nous ajoutons les dépendances dont on a besoin pour faire l'installation du Python. Et là, nous installons le requirement. Le requirement, c'est toutes les librairies dont on a besoin pour exécuter le script Python et nous exposons le port 5000, qui est le port par défaut lorsque on lance le Flask. Nous avons aussi dans cette configuration le fichier compose. Ce fichier compose sera le service Docker Compose qui va juste afficher le web, qui va faire le build. Donc, lorsqu'on va démarrer ce script, il va construire à partir du Docker file que nous avons dans ce dossier, va construire les images de l'application, va l'exposer sur le port 8000, sur le port 5000 qui est le port par défaut du conteneur. Va monter le volume par défaut
le volume courant dans le dossier code et va activer la variable d'environnement debug et va utiliser l'image Redis de type Alpine directement. Là, une fois que nous avons lancé, une fois que nous avons toute cette configuration, on peut lancer notre Docker Compose avec Docker Compose app -d, ou bien on peut faire juste le Docker Compose app, où il va récupérer l'image de Redis et il va lancer le build de notre image que nous sommes en train de construire. Là, il vient de finir l'installation. Vous pouvez voir directement dans notre Docker Desktop comment est-ce qu'il construit l'image. Donc, il a pris dans le dossier Compose que nous avons créé, il a monté un service de type Redis et un service de type web et il a monté sur le port 8000 qui va sur le port 5000 du conteneur. Donc, on peut accéder à ce service-là sur le port localhost 8000 et ce service-là est au fait mappé sur le port 5000 du conteneur. Donc, en cliquant dessus, il m'amène sur la page web où je dis Hello World, I have been seen one time. Maintenant, si je rafraîchis, I've been seen two times, et ainsi de suite. Donc, voilà comment est-ce que nous pouvons créer une architecture multi-stack en utilisant une base de données de type persistante, parce que le Redis est persistant. Là, si je reviens dans la configuration de mon système, vous allez voir que au niveau des images, chaque image que j'ai créée apparaît dans le registre local de la machine, que je vois ici, mon compose web, mon test que j'ai construit tout à l'heure, mon Redis, et le welcome qui est le premier conteneur que j'ai exécuté. J'ai les volumes qui sont là, qui sont mappés directement dans mon système, et ces volumes-là sont persistants. Ce sont des volumes qui sont persistants sur la machine avec ce ID. Donc, il me dit que c'est in use, que c'est utilisé par celui-ci. Donc, il est mappé sur la target/data. Et le build me permet d'afficher les différents builds que j'ai eu à faire pendant mon opération. Donc, voilà comment est-ce que je construis une stack et que je pourrais automatiser ce process en ajoutant des variables d'environnement et en distribuant mon fichier, en le mettant dans un Git, en le publiant, un utilisateur, d'autres personnes peuvent le récupérer, exécuter, ils auront le même résultat. L'idée, c'est de pouvoir partager, travailler en collaboration et accélérer le développement. Je finis un développement, j'écris mon code, je le pousse. Je n'ai pas besoin de redéfinir l'architecture. L'architecture est définie une seule fois. Et en développeur, on ne fait qu'apporter de l'amélioration sur le code parce que nous allons utiliser le même Redis, nous allons utiliser la même base de données, nous allons utiliser le même serveur web, nous avons le même environnement, quel que soit le travail, quel que soit où nous sommes et comment est-ce que nous travaillons ensemble. Ça permet d'harmoniser le travail et d'accélérer les process. Donc voilà comment est-ce que nous déployons un Docker Compose, des stacks multi-conteneurs avec du Docker Compose. Donc, que retenir de cette masterclass, enfin de cette Cloud Room? Je suis trop pressé d'aller au masterclass qui sera dans 2 semaines sur le DevSecOps. C'est pour cela. Donc, que retenir de cette Cloud Room? Dans cette Cloud Room, vous devez savoir que l'environnement et l'écosystème de l'IT ont été profondément modifiés grâce à l'avènement des conteneurs. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire du cloud ni de l'IT dans le monde contemporain sans faire des conteneurs. Le conteneur devient l'élément incontournable dans tous vos déploiements, dans toutes vos configurations et dans toute stratégie de haute disponibilité de services que vous allez affronter ou bien à faire dans l'écosystème du cloud. L'IT est devenu conteneur. Donc, vous devez apprendre à faire le conteneur pour avoir des repères,
dans l'écosystème de l'IT. Les conteneurs vont vous permettre de virtualiser des réseaux, des applications, des bases de données, des systèmes d'exploitation, des, euh, comme ce qu'on appelle des appliances de sécurité, des hard security modules. Le conteneur devient un élément super important dans toute votre stratégie et dans tous les déploiements que vous aurez à gérer dans le futur. Je vous remercie. Merci pour votre temps et à très vite.